Bonjour à tous, merci à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, pour ce webinar sur la data collaboration et l'évolution des usages et des pratiques autour de ce mot peut-être un peu barbare pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, pas, c'est bien l'objet de ce webinaire ce matin. Hem, on a quelques personnes avec nous que je vais commencer à présenter, notamment Nicolas Guarino, directeur sales de LiveRamp. Est-ce que tu es avec nous, Nicolas? Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors ça se passe bien ce confinement? Ça va, contraint et forcé, mais voilà, on arrive aujourd'hui à continuer à travailler et du coup à répondre aux différentes sollicitations et notamment, voilà, ce type d'événement permet quand même de garder le lien avec tout le monde. Effectivement, on est très content chez CB News de continuer à faire ce genre, d'événement, même si la période est un peu maussade, c'est pas une raison pour sombrer dans la dépression. Mmh, exactement. Florian, Thiebaud, consulting director chez Artefact. Bonjour Florian, Bonjour à tous, bonjour à tous, ça vous va? m'entendez? Très bien et toi? Super. Nous sommes également avec la chef de projet pub Le Bon Coin, Marion Coquet. Marion. Bonjour. Salut Marion, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Super. Et enfin, pour, compléter cette table ronde, ce matin, Sonia Ferreira, responsable data management de l'opérateur Bouygues Telecom. Bonjour Sonia, Tous. tout se passe bien? Bah écoute, oui, confiné comme dit Nicolas, mais pas contraint. Super. Merci tous les 4. On va avoir une discussion là pendant 1 heure, une partie questions-réponses. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des questions, chers participants, pendant tout le webinaire, à les poser. On y répondra à la fin pendant un quart d'heure. Alors, on a décidé de faire ce webinaire sur la data collaboration, une pratique qui ne date pas d'hier, mais des usages qui évoluent. La data collaboration, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement des partenariats de données qui, peu à peu se démocratisent et on observe la mise en place de nouvelles pratiques, pour faciliter, l'accès justement à la data collaboration. Donc pour en parler, LiveRamp, spécialiste de l'intégration des données online et aussi offline. Maintenant, on arrive à combiner les 2 avec de nombreuses solutions, notamment un CRM onboarding dont on parlera dans un instant. Également Artefact, spécialiste des stratégies de marketing digital, qui fait également plein de choses, qui est également une agence de publicité, qui fait des très belles campagnes au demeurant. Dans ce webinaire, Le Bon Coin et, 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 mmh et Bouygues Télécom, pardon, donc Sonia et Marion nous témoigneront de comment est-ce qu'elles utilisent ces solutions, en interne, qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce qui a changé depuis qu'elles font de la data collaboration et comment ça intervient dans leur stratégie, marketing. Voilà, je vous ai fait un peu le portrait de cette matinée. Heu, on va commencer avec, hem, Nicolas. J'aimerais que Nicolas, tu nous présentes un petit peu LiveRamp. LiveRamp, partenaire par ailleurs de ce webinaire. Quelle valeur, sur LiveRamp? Quel est votre roadmap, pour les années à venir un petit peu? Alors, très bien, je vais répondre de façon, assez précise. Je vais aborder trois sujets. Notre métier déjà, quel est le métier de LiveRamp? Quelles sont nos valeurs? Et également, quel est notre roadmap sur les prochaines années? Je commence d'abord par remercier, donc, Le Bon Coin et Bouygues Telecom qui sont venus, pour nous, témoigner, de leur, retour d'expérience et de leur vision sur le sujet. Tout d'abord, le métier de LiveRamp est assez simple. Notre métier, c'est d'aider les, entreprises à réconcilier l'ensemble des points de contact d'un individu autour d'un seul et même identifiant, un identifiant qui est sécurisé, qui est, je dirais, pérenne et qui, surtout est reconnaissable et activable sur l'ensemble de l'écosystème digital, média et qui permet donc, à nos clients d'activer cet ID qu'on appelle people based, donc à l'individu, en respectant l'ensemble des règles qui sont imposées et surtout sans avoir à transmettre l'ensemble de ces données personnelles auprès de ces plateformes avec lesquelles elles souhaitent collaborer. Donc,
cette succession je dirais de critères amène LiveRamp à être positionné comme un réel tiers de confiance sur le marché. On en Enfin, parlera de ce sujet de tiers de confiance qui est également, très, très important dans cette question-là. exactement, parce qu'il n'y a pas justement de collaboration sans confiance et sans transparence. Donc ça sera le fil rouge également de ce sujet-là. Pour les valeurs de LiveRamp, c'est assez simple. Les valeurs de LiveRamp, c'est déjà la résolution d'identité. On aide nos clients à résoudre ces problématiques d'identité multiples de leurs clients qui viennent de sources différentes, de technologies différentes, de bases de données différentes. Donc ça, c'est un point important sur l'accompagnement de LiveRamp. La connectivité, c'est que LiveRamp est avant tout une plateforme, est un connecteur, a été créé pour réconcilier, pour faire parler l'ensemble des technologies, des bases de données qui existent sur le marché et qui ont des technologies différentes, de pouvoir avoir cette monnaie commune d'échange entre les différentes technologies. Et bien évidemment, la notion de privacy. La privacy est dans l'ADN de LiveRamp, c'est qu'il n'y a pas de solution, de fonctionnalité ou de service créé par LiveRamp sans être très strictement et scrupuleusement contrôlé et validé par nos équipes d'IPO. Et au-delà de cette notion technologique qui nous amène à être tiers de confiance, l'historique, l'ADN de LiveRamp et le positionnement nous permettent d'accentuer cette position de tiers de confiance. Et surtout, c'est que si on arrive à réconcilier des bases de données pour la même entreprise, d'un individu qui vient de bases de données différentes, on arrive également à le faire pour des entreprises qui ont des entités juridiques différentes. Et c'est ce qu'on appelle la seconde partie data ou la data collaboration, de permettre justement cet échange d'informations et la valeur autour de la data qui permet de faire tous les use cases avec des différents partenariats. Justement, typiquement, un annonceur qui voudrait communiquer, typiquement sur Le Bon Coin, peut à la fois utiliser les données Le Bon Coin et ses données à lui, les croiser grâce à un CRM onboarding et ainsi maximiser le Voilà. potentiel d'adressage de la campagne. Exactement. Et là, avec un point fort sur cette notion de sécurité et de contrôle de la donnée. C'est ce qui apporte aussi les technologies aujourd'hui, c'est de renforcer le contrôle de sa donnée pour pouvoir justement la partager et collaborer. Et enfin, la roadmap de LiveRamp, pareil, elle est assez simple. C'est déjà continuer et accélérer un chantier qu'on a ouvert en 2016, qui est la disparition du cookie tiers. Donc, LiveRamp a créé sa propre solution qui s'appelle ATS et qui permet déjà aujourd'hui de continuer l'ensemble des cas d'usage médias sans avoir besoin de cookie tiers et de continuer à faire ce lien entre un annonceur et un éditeur avec justement cet ID LiveRamp. Également, sur l'aspect multicanal, LiveRamp a fait l'acquisition il y a maintenant 18 mois d'une solution qui s'appelle Data Plus Math et qui permet de rendre adressable et mesurable la télé et un canal très important pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, on renforce notre positionnement sur l'aspect multicanal. Et également, depuis maintenant bientôt 2 ans, l'ensemble des fonctionnalités et des cas d'usage de LiveRamp sont disponibles au sein d'une seule et même plateforme pour renforcer également le contrôle de la data pour que les entreprises aient dans une seule et même plateforme l'ensemble de leurs données, first, second, third party data, et surtout avec la capacité de collaborer grâce à cette plateforme en partageant non seulement des insights, mais également de la donnée à des fins d'activation et en garder bien sûr la privacy, le contrôle et les consentements qui sont nécessaires. Et pour lancer justement cette discussion, c'est que la seconde partie data ou la data collaboration n'est pas uniquement liée à l'activation, elle est liée également à tout l'insight qu'on peut partager et qui a également beaucoup de valeur. Donc voilà pour un résumé de ce qu'est LiveRamp aujourd'hui et ce que va devenir LiveRamp. Et vous me disiez, Nicolas, que vous aviez plus de 650 connecteurs médias pour adresser un peu partout. Alors comment Oui. ça se passe? Alors, on a des intégrations natives avec exactement plus de 650 plateformes qui sont des plateformes, des DSP, SSP, des DMP également ou des plateformes vidéo, mais également des partenariats très forts avec des environnements logués tels que Facebook ou Google qui permettent aux entreprises d'avoir l'ensemble des connectivités avec une seule et même plateforme. Donc, les partenariats sont soit globaux, soit locaux, en fonction de la demande et en fonction des exigences de nos clients. Très bien. Merci Nicolas.
Avec plaisir. Marion, vous utilisez un CRM onboarding. Heu, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous êtes lancée là-dedans? Quelles étaient les problématiques data de Leboncoin, au tout début et qu'est-ce que vous faites? Oui, alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici pour, discuter des problématiques data qui drivent un petit peu notre quotidien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rapidement représenter qui est Leboncoin. Donc on est spécialisé sur, l'occasion et les petites annonces depuis bientôt 15 ans. On va fêter nos 15 années l'année prochaine et on a aujourd'hui plus de 29 millions de visiteurs uniques qui se rendent tous les mois sur le site du Bon Coin. Donc ça en fait un véritable carrefour d'audience et on est capable d'engranger, une certaine capacité, une certaine quantité, de data quotidiennement et on souhaite mettre toute cette connaissance data au service de nos annonceurs au travers de notre régie. Donc en fait, on propose à nos clients d'opérer des ciblages au plus précis sur des segments d'audience de leur choix. On a aujourd'hui un catalogue data qui est, composé de plus de 1 500 segments et ça va du segment sociodémographique au segment, plus poussé construit sur des modèles de machine learning Alors comme par dites-nous exemple rapidement quelques exemples de segments, Ben, on a des modèles, de machine learning en fait qui vont apprendre, qui vont nous permettre de construire des segments comme par exemple, des moments de la vie. On a des segments aujourd'hui qui sont construits, autour des intentionnistes immobiliers, des intentionnistes auto. On va être dans la capacité, de connaître nos internautes sur toutes nos verticales. Donc, par exemple, sur la mode, on va pouvoir, détecter les amateurs de mode et tous les comportements comme ça, de, nos internautes sur, leur, parcours, sur le site Le Bon Coin. Donc, force de ce constat qu'on a une data, qui est quand même hyper riche et qu'on utilise au quotidien, on a voulu en fait aller encore un petit peu plus loin et proposer aux annonceurs, d'ajouter en fait leurs connaissances data sur les activations médias. Et donc pour ça, on a créé un produit clé en main basé sur la data collaboration et c'est justement, ce que tu as présenté, Thomas, rapidement, ce qui est, le CRM onboarding. Et donc là-dessus, on a travaillé avec, LiveRamp, qui est notre tiers de confiance et on s'est basé sur leur stack technologique pour construire cette offre. Donc, sur le CRM onboarding, on est capable d'héberger les data first party du Bon Coin. Donc juste pour rappel, les data first party, ce sont les data propriétaires d'un site et on va également héberger sur un autre compte les data annonceurs. Donc oui, ça de très, très bien. façon Je te coupe juste Marion, ouais, une petite seconde pour dire qu'effectivement, c'est très, très bien ce que tu viens de faire. De faire un peu de pédagogie autour de tous les termes qu'on peut utiliser, parce qu'on a des spécialistes de la data qui nous regardent, mais pas forcément. Donc l'idée, c'est aussi d'expliquer, très concrètement, ce qu'on oui. fait. Pardon, je Oui, t'ai oui, coupé. exactement. Non, mais effectivement, c'est très important quand même de replacer les mots et que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Donc oui, comme je disais, on est dans la capacité donc d'héberger, ces données de façon silotée et anonymisée et ensuite on va croiser et réconcilier la donnée grâce, à la solution LiveRamp et comme le disait Nicolas, grâce, à leur graph people base, en fait, on va pouvoir reconnaître un internaute entre, différentes bases de données. Donc c'est avec cet identifiant unique, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Avec cet identifiant unique, on va pouvoir retrouver un internaute sur une base A et un internaute sur une base B. Donc là-dessus, on va retrouver les différents, communs qu'on a entre Le Bon Coin et un annonceur et derrière, on va pouvoir faire des activations médias qui vont être spécifiques et ça va répondre à un triple objectif côté annonceur. Le premier objectif, c'est sur la partie insight. Donc grâce au CRM onboarding, on est dans la capacité d'apprendre de la data de l'annonceur sous le prisme Le Bon Coin. Donc on va pouvoir qualifier, sa base client, par exemple, comme appartenant à tel ou tel segment, sur les segments qu'on a chez Le Bon Coin. Derrière, on va pouvoir atteindre un deuxième objectif qui est le ciblage personnalisé, qui est une grande attente aujourd'hui sur le marché et ça au travers de campagnes de prospection ou de fidélisation. Donc là-dessus, on y reviendra un peu plus tard, mais on est capable de faire, Mmh. de la mise en repoussoir, on est capable d'aller adresser, des segments spécifiques. Et tout ça pour atteindre le troisième objectif de l'annonceur qui est la maîtrise de son budget. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper important et grâce au ciblage personnalisé, on va pouvoir maîtriser les coûts d'une campagne et derrière mieux répartir, son budget sur un dispositif global, par exemple. Alors on va y revenir, avec un exemple dans la seconde partie de ce webinaire. Je voudrais donner la parole maintenant à Sonia, Ferreira de Bouygues Telecom. Sonia, vous me parliez de l'importance des pérennités des partenariats donnés.
Pourquoi c'est si important pour vous? Et présentez-nous un petit peu comment est-ce que vous, chez Bouygues Telecom, vous travaillez avec la data? En fait, aujourd'hui, chez Bouygues Telecom, on avait une volonté d'activer mieux notre data à travers tous nos canaux. Et donc, mieux cibler nos clients, mais savoir aussi mieux les exclure quand on en a envie. On ne veut pas sur-solliciter nos clients. Et donc, cette volonté-là, pour s'assurer qu'on arrive toujours à réconcilier nos clients, on avait besoin d'avoir de la data onboarding et bien connecter, en fait, ces clients qui aujourd'hui sont sur tous les supports, ne se connectent pas toujours à notre site, et sont assez volatiles, ils vont utiliser leur mobile, leur desktop, etc. Et donc, on avait besoin de bien s'assurer qu'on unifiait toutes ces données-là pour la pertinence de nos campagnes. Et c'est exactement ce que Nicolas a dit au début. On avait vraiment 3 enjeux très importants. Initialement, on avait un besoin d'identifier un vrai potentiel. Est-ce que réellement, on savait le faire ou il fallait qu'on soit aidé? Donc, est-ce qu'il y avait un potentiel et qu'on avait des bonnes qualités de matching avec un outil tiers? Est-ce que ce potentiel allait donc nous permettre de faire du business? Parce qu'on regarde surtout ce point de vue-là aussi. Est-ce qu'on a la vraie capacité à faire du business? Ensuite, vers qui on peut envoyer ces données-là? Donc, c'est la richesse des connecteurs qui permettent de dire, ben, oui, ça va être utile parce qu'on va pouvoir l'adresser assez largement et donc, finalement, ça répondra à plein de scopes pour toutes les équipes. Parce qu'aujourd'hui, je travaille de façon assez transverse pour Bouygues Telecom. L'objectif est de mettre à disposition pour un maximum de canaux cette data que nous avons agrégée, que nous avons bien qualifiée, nous avons bien segmentée justement, un peu comme Marion expliquait, il faut que nous, on travaille toute cette granularité avant de la redistribuer aux canaux. Donc, et ensuite, on définit les use cases. Et le dernier point, et qui n'est pas des moindres, et qui est très important aujourd'hui, c'est la protection des données. Et on a un service juridique qui est exigeant et a raison, et qui surveille forcément ce qu'on fait et qui nous demande des comptes. Alors, c'est vrai que les relations juridiques avec le business, on comprend que c'est pas toujours facile, mais à raison aujourd'hui, on comprend qu'on doit vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et le choix, effectivement, des partenaires dépend aussi de ça par rapport à la politique un peu data éthique qu'on veut se donner au sein d'une entreprise comme Bouygues Telecom. Très bien, merci beaucoup Sonia. On reviendra effectivement sur ces aspects privacy compliance dans quelques instants. Florian, Artefact, également partenaire de ce webinaire. Quels sont les challenges selon vous de toutes ces collaborations data et comment est-ce que Artefact va accompagner les annonceurs, les clients d'un CRM onboarding? Oui, bonjour à tous. Alors, permettez-moi tout d'abord de représenter très rapidement Artefact pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Artefact, on est une société de services en data. Donc, on aide les entreprises à utiliser leurs données pour créer de la valeur, pour être plus customer-centric. Donc, dans ces sujets, on va les aider à utiliser leurs données dans le marketing pour générer plus de ventes, optimiser leur budget média, par exemple aussi en supply chain pour essayer de bien prédire les ventes et prédire les ruptures de stock, des choses comme ça, en IT pour créer voilà, les data platforms qui sont les plateformes qui permettent de contenir ces données et garder ces données dans l'entreprise, par exemple. Et dans ces sujets, effectivement, le sujet de la collaboration data est très important. Pour ça, on fait appel à différents types de profils qui sont des consultants data, comme moi par exemple, des profils plus techniques comme des data analysts, data scientists ou data engineers. Et en fait, Artefact, à ce sujet-là, va aider les entreprises, sur la collaboration data notamment, à mettre en commun leurs données et mieux les utiliser et surmonter les différents challenges. Sur les principaux challenges d'une collaboration data, j'en vois 4 principaux, on va dire. Un premier qui va être autour de la construction des capabilities techniques et des personnes qui vont opérer ces outils. Donc c'est là qu'il y a notamment effectivement LiveRamp qui apporte des solutions techniques pour pouvoir mettre en commun ces data de manière sûre et que les annonceurs puissent les utiliser. Il faut aussi des compétences techniques de data science, data engineer, data analyse pour utiliser ces données et les activer. Donc ça, c'est un premier challenge. Un deuxième challenge qui est autour de vraiment la stratégie business à adopter et l'adoption dans les entreprises. Donc vous, peut-être, pardon Florian, vous intervenez plutôt en amont par rapport à un acteur comme LiveRamp? On va intervenir à tous les pans. Donc, on va intervenir sur la stratégie, effectivement, en amont, et on va intervenir aussi sur la mise en place de ce partenariat et effectivement, et éventuellement opérer ce partenariat ou former les personnes chez nos clients qui vont pouvoir opérer ce partenariat. Donc, les former à la data, à l'utilisation de ces data, aux méthodos à mettre en place pour bien les utiliser
et, on va dire, résoudre une problématique de scalabilité, parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui collaborent au niveau data sans être scalables. Donc, ils font des proof of concept, mais qui ne vont pas utiliser le plein potentiel de ces données pour les utiliser dans l'entreprise et en tirer la meilleure valeur business. Donc ça, c'est un deuxième objectif sur lequel on va aider effectivement les entreprises, à résoudre. Un troisième objectif très important aussi, c'est, on va dire, l'aspect stratégie business. Donc, comment utiliser ces données au mieux pour que ça aide la stratégie business des deux entreprises. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les entreprises, lorsqu'elles mettent en commun des data, elles n'ont pas forcément exactement les mêmes objectifs business. Elles peuvent avoir des objectifs qui diffèrent un petit peu. Et donc, le but ici d'Artefact est aussi d'aider les entreprises à respecter les objectifs business de chacun, faire en sorte que ces données soient utilisées dans un but commun, donc entre ces deux entreprises. Et troisième sujet qui n'est pas moindre et dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est autour de la confiance et de la transparence. Lorsqu'on partage des données avec une autre entreprise, même s'il y a un cadre légal, il faut avoir de la confiance, parce qu'on ne sait pas forcément ce que l'autre entreprise va faire de nos données. Et donc, c'est là que effectivement LiveRamp et Artefact peuvent intervenir en mettant une plateforme et des personnes de confiance au milieu qui vont permettre de traiter ces données en toute transparence et de les utiliser en toute transparence pour les deux entreprises. Effectivement, point non négligeable. Merci à tous les quatre pour cette première partie un petit peu présentation. J'espère que nos participants ont pu bien découvrir qui était qui et qu'est-ce que faisait chacun. Désormais, on va essayer de rentrer un peu plus dans le gras du sujet. Marion, chez Le Bon Coin, vous estimez, et on le voit, que la data, c'est un des piliers de votre stratégie, mais vous ne voulez pas, et on en reparlera également avec Sonia parce que c'est partagé par Bouygues Telecom, surutiliser les données. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et pourquoi ce choix? Oui, alors en effet, aujourd'hui, on a, plus de 50 millions de profils uniques dépersonnalisés. Donc ce sont les cookies et les mobile ID après déduplication. Donc ça nous laisse vraiment, un large choix, des possibles sur l'utilisation de la donnée. Donc on a vraiment une connaissance des internautes qui est, notre force, et tout ça, bien évidemment, dans le respect de la vie privée de nos utilisateurs. C'est une de nos valeurs clés et c'est pourquoi on a à cœur, d'utiliser ces données de façon pertinente et efficace. Et ça, comment ça va se traduire? Par une réponse cohérente à un besoin identifié. Donc l'objectif de toutes les campagnes publicité, c'est de toucher la bonne personne au bon moment et au bon endroit, et donc ça, on le fait grâce à la bonne utilisation de la data. Donc je vais vous donner, un exemple très concret, pardon. Si par exemple, on a un acteur du tourisme qui veut toucher uniquement ses clients, par exemple amateurs de sport extrême, on va être dans la capacité de lui proposer un segment qui répond à son besoin grâce justement à la data collaboration. Donc on va croiser nos bases, on va sélectionner uniquement les clients qu'on retrouve chez Le Bon Coin. On va ajouter notre connaissance sur les amateurs de sport extrême, et de là, on va pouvoir lancer la campagne. Et ça, du coup, ça permet de se concentrer vraiment sur les captifs, d'éviter de toucher des personnes qui pourraient être non réceptives à la publicité, et en plus d'appliquer une pression publicitaire qui peut être plus importante au global. Donc c'est en ce sens-là qu'on veut vraiment utiliser la data à bon escient et ne pas la surutiliser. Justement, comment est-ce qu'on peut réduire, en tout cas optimiser la pression publicitaire grâce à ces solutions? C'est justement, voilà, en ayant une bonne connaissance de la donnée, en étant capable, au travers de la data collaboration et du rapprochement des sources de données avec l'annonceur, de pouvoir qualifier sa data, et derrière, de pouvoir aller vraiment cibler qui on veut, et de pas toucher des internautes qui pourraient ne pas être intéressés par la publicité en question. Alors, dans un instant, vous nous donnerez un exemple de campagne très, très précis, mais je me tourne d'abord vers Sonia. Chez Bouygues Telecom, vous aussi, vous évoquez la minimisation des données et de leur utilisation, et on en a parlé tout à l'heure, vous mettez un point d'honneur à mettre en place une politique data éthique. Qu'est-ce que ça veut dire, une politique data éthique? En tout cas, il y a une volonté et il y a de se positionner et de vouloir garantir. Alors après, il faut savoir l'écrire, et je ne suis pas la seule à écrire ça, hein, en tout cas. C'est de dire que Bouygues Telecom aujourd'hui, quand on collecte des données, c'est bien sûr pour faire de l'activation, c'est bien sûr pour faire du business, mais c'est aussi
et il faut qu'on puisse le porter haut, cette voie-là, c'est aussi pour ne pas sursolliciter quand les clients sont déjà détenteurs de nos produits chez nous. Et ça, effectivement, c'est avec un ensemble de solutions de matching où, quand nous, on n'a peut-être qu'un cookie ou on n'a peut-être qu'une information sur ce client, ben, c'est aller puiser dans le graphe, justement, de solutions comme l'onboarding pour se dire, ben, on a finalement pour cette personne plusieurs cookies et c'est pas que ce cookie que nous avions, nous, réussi à collecter chez Bouygues Télécom, mais c'est tout cet ensemble-là qui permet de dire, ben, cette personne, on sait qui il est et donc quel produit il détient chez nous et qu'est-ce qu'on va réellement pouvoir lui adresser pour le solliciter avec la bonne communication, mais Donc, aussi choisir de ne pas le solliciter. Donc, la data collaboration, ce n'est pas seulement optimiser les datas, c'est aussi aller en chercher d'autres. Bien sûr, oui. C'est travailler ce graphe aujourd'hui qui est le Graal, hein, c'est de se dire on a tous les touchpoints et on sait très bien que la vision 360, on rêve tous de l'avoir, elle est très difficile parce que nos clients en fait, et pas que nos clients, l'internaute fait ce qu'il veut, il choisit d'utiliser le support qu'il veut, il peut choisir de ne pas garder ses cookies, il peut choisir d'autres types de connexions. Donc, c'est à nous, effectivement, de travailler bien cette synchronisation-là et ce matching. C'est pour ça que c'est primordial, les clés de matching. Marion, pardon, on l'a dit, la data collaboration, c'est aussi mêler ces datas avec celles d'un annonceur. Dans le détail, comment est-ce que ça fonctionne? Et je crois que vous avez un exemple de campagne à nous communiquer. Oui, tout à fait. Du coup, je vais vous donner un exemple de campagne. Aujourd'hui, on travaille avec Jules, qui est donc sur le secteur de la mode homme. Et donc on travaille avec eux aujourd'hui sur des objectifs de notoriété et de fidélisation grâce à la data collaboration. Donc ce qu'on fait, c'est que techniquement, on onboard leur base de données sur un compte qui leur est propre, au même titre que côté Leboncoin. Donc là-dessus, on a vraiment un silotage des données qui est primordial. Donc il n'y a aucune donnée qui peut transiter d'un côté ou de l'autre. Et donc pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se repose justement sur la technologie de LiveRamp là-dessus, avec des données qui sont anonymisées. Et ensuite, on est dans la capacité de croiser nos bases de données et de voir, comme je le présentais tout à l'heure, les communs qu'on peut avoir. Donc on a vraiment, d'un côté LiveRamp qui se charge de la partie sécurité avec, le silotage des comptes, la partie anonymisation et Leboncoin qui charge de la partie. Alors, vous avez employé un mot un peu barbare, silotage. Qu'est-ce que ça veut dire très, très concrètement? C'est ce que je disais, le fait que la donnée ne transite pas entre, d'une partie ou d'une autre. Donc, la donnée de l'annonceur ne peut pas, se retrouver, chez Leboncoin et inversement, la donnée du Boncoin ne pourra pas se retrouver chez l'annonceur. Donc Elles on sont garde croisées vraiment seulement dans la solution de LiveRamp. tout à fait. On a des comptes au départ qui sont propres et ensuite on a la possibilité de croiser ces données grâce à la technologie de LiveRamp. Et donc tout ça, de toute façon, vu que c'est de façon anonymisée, la data, on n'est pas capable de la retrouver à la base. Alors, comment ça s'est passé avec Jules? Quels étaient leurs objectifs, eux, et comment vous avez pu les aider à les atteindre? OK. Alors eux, Jules avait plusieurs objectifs, ce que je disais, notoriété et fidélisation. Donc là-dessus, on les a accompagnés, sur, ces 2 objectifs-là. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a croisé nos bases de données. On a regardé la partie insight, donc on a essayé de voir, ce qui pouvait ressortir de nos bases communes. Donc ce qu'on a vu typiquement, c'est que, on retrouvait les clients Jules sur Leboncoin et notamment sur, la partie, sur nos verticales de l'auto, du sport, du bricolage et du jardinage. Donc une fois qu'on a cette partie-là, insight et qu'on peut voir qu'on est capable de qualifier, du coup, la base de Jules sur, le prisme du Boncoin, on va pouvoir opérer nos campagnes, sur des ciblages plus fins. Donc par exemple sur une campagne, pardon, de prospection qu'on a menée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exclu, leur base client du ciblage. Donc on se retrouve uniquement avec des prospects et ensuite on ajoute, la partie insight qu'on a observée et on est capable d'ajouter une surcouche de ciblage et de dire: «On va aller chercher du coup les prospects sur, les verticales, qu'on a citées», donc auto, sport, bricolage, jardinage.
Donc là-dessus, voilà, on a un ciblage plus fin et derrière, quand on a opéré la campagne, on a observé du coup des taux de clics qui étaient bien meilleurs. Ils ont été doublés par rapport à des campagnes de prospection classiques et donc voilà, on a vraiment des meilleures performances grâce à un ciblage plus fin, grâce à une connaissance, data que nous apporte le CRM onboarding. Et les données de Jules, quelles étaient-elles très concrètement sur les clients? Le Jules en fait a apporté, sa base de CRM et du coup sa base CRM, qui était, qualifiée, en différentes, segmentations et derrière on a été, croiser les bases globales de Jules avec la base globale, du Boncoin et après on a fait des tests au niveau segmentation. On a regardé par rapport à ce qui intéressait Jules Mais de voir, vous croisez vos différents segments, vous créez parfois pour les annonceurs, pour Jules peut-être, des segments particuliers pour cette campagne précise? alors on peut faire les 2. On a, d'un côté, la création les segments custom où là-dessus on est capable de créer, des segments sur le comportement des internautes sur Le Bon Coin. Donc on va pouvoir aller détecter un segment particulier, parce que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, par exemple les amateurs de mode, on va pouvoir, les détecter sur, Le Bon Coin grâce à leur parcours sur le site. Donc là-dessus, ça peut être un segment qui peut intéresser Jules et d'un autre côté, on a toute la partie data collaboration, donc on peut utiliser, justement ce segment croisé avec la donnée de Jules, qui va nous permettre de voir sur leur base client qui sont amateurs de mode, qui sont, justement ce que je disais, qu'on retrouve par exemple sur le secteur de l'auto et sur la verticale de l'auto et derrière en fait, on va pouvoir avoir des surreprésentations sur certaines verticales et se dire: «OK, bah, du coup, faut on cible là» et ça permet des fois de détecter des tendances auxquelles on ne penserait pas forcément. Très bien, merci, merci Marion. Florian, Nicolas, on a parlé tout à l'heure de l'importance de recentrer l'internaute au cœur des stratégies, pour davantage mieux le cibler, mieux l'adresser et ne pas trop justement en faire, mais être précis. Comment est-ce que la data permet justement, d'y arriver très, très concrètement? Et quand je dis la data, je parle évidemment du système qu'on est en train d'évoquer qui est la data collaboration, Florian. Tout à fait. Alors, je vais vous illustrer ça par un exemple, précis avec, voilà, des entreprises un peu fictives. Imaginons une marque qui voudrait, collaborer avec son retailer, donc une marque, par exemple, voilà, de produits, de grande consommation. Donc en fait, la marque va très bien connaître ses produits. Le retailer, à côté de ça, va très bien connaître ses clients, avoir beaucoup de data sur ses clients et la marque beaucoup de data sur ses produits. Le fait de mettre ces données en commun, ça va avoir, pas mal de bénéfices pour remettre le client au centre, de ces conversations. Donc des premiers bénéfices autour des insights. Donc le fait de mettre les datas en commun, toutes les datas, par exemple marketing, que vont avoir la marque sur leur marketing et data, de vente notamment que vont avoir le retailer, réconcilier ces données ensemble va permettre d'avoir une vue full funnel sur le client. Donc de savoir de rapprocher ces données online de ces données de vente, par exemple offline ou aussi sur leur site online. Donc beaucoup d'insights sur leurs clients à ce niveau-là. Deuxième gros bénéfice et gros point d'activité, on en a déjà pas mal parlé, c'est autour du marketing et du retail média. Donc grâce à la mise en commun de ces données, la marque va pouvoir faire par exemple des campagnes plus précises sur ses clients, utilisant les datas des retailers pour les cibler et pour que ces personnes aillent acheter des produits chez ce retailer. Donc encourager et pousser les bons produits pour leurs clients auprès de ce retailer pour les acheter chez ce retailer, que ce soit online ou offline. Deuxième sujet, c'est aussi toujours marketing autour de l'optimisation du média. Ça va permettre une meilleure visibilité à la marque et du coup au retailer sur quels sont les investissements de la marque qui ont des bons bénéfices en termes de rentabilité sur les ventes. Et donc du coup permettre d'adapter derrière les investissements médias en conséquence. Troisième gros sujet sur lequel il va y avoir un énorme bénéfice pour la marque et pour le retailer, c'est la supply chain. Le fait d'avoir une vue sur ces données, donc que le retailer, par exemple, avec ces données, mette en commun les données de stock qu'ils vont avoir dans leur magasin de leur produit avec la marque, ça va permettre à la marque d'avoir une visibilité sur les stocks qui restent dans tous les magasins. Elle va pouvoir avoir une visibilité sur sa demande, donc créer des algos pour prédire la demande et du coup peut-être adapter elle-même
les stocks que va avoir le retailer en magasin pour derrière éviter des ruptures de stock, des éventuelles ruptures de stock. On peut penser à des ruptures de stock de glace quand il y a des pics de température, des choses comme ça. Quatrième sujet, je pense, qui est très important aussi, c'est autour du merchandising. La marque, connaissant très bien ses clients et qui achète ses produits et son différent catalogue de produits, par exemple par géographie, etc., elle le connaîtra mieux que, par exemple, le retailer, qui lui connaîtra très bien ses clients, pour le coup, dans ses magasins. Et donc, le fait de mettre en commun ces connaissances et ces données va permettre de mieux adapter aussi l'échantillon potentiellement produit de la marque dans ce magasin. Donc, tout ça, c'est des sujets qui semblent voilà, assez évidents quand on les aborde comme ça et qui sont pas si faciles à mettre en place finalement au niveau technique. Il faut mettre une collaboration data en place qui soit assez forte entre ces deux entreprises pour pouvoir mener à bien ces projets. Alors, quels sont justement, on parle beaucoup de retailers, quels sont les annonceurs, les clients, les thématiques, les secteurs qui sont le plus susceptibles d'utiliser cette data collaboration? Alors, sur les secteurs qui sont plus susceptibles, je pense que tous les secteurs sont concernés. Naturellement, ce qu'on voit, c'est que cette data collaboration, alors, elle est mise en place de plus en plus dans les secteurs B2C déjà. Donc, à partir du moment où une marque, un retailer, une entreprise va vendre des produits ou des services à des clients en direct et pas d'autres entreprises, ce qu'on voit, c'est que ces data collaborations, elles arrivent de plus en plus aussi dans le monde du B2B, notamment avec des acteurs qui vont vendre à énormément d'entreprises. Donc, on peut penser à des acteurs qui vont vendre du matériel électrique pour beaucoup d'électriciens, à des acteurs de la pharma qui vont vendre des médicaments à énormément de pharmacies. Et donc, des choses qui sont du B2B, mais qui se rapprochent du B2C. Et donc, là où, en fait, à partir du moment où il y a énormément de données sur les clients et sur les produits, cette data collaboration va être clé pour enrichir dans chaque entreprise les données qu'elles ont déjà sur leurs clients et sur leurs produits et les mettre en commun avec d'autres entreprises dans, on va dire, dans leur chaîne business, dans leur chaîne de valeur. Merci Florian. Nicolas, on parlait des retailers il y a un instant. La data collaboration, c'est mettre en lien aussi, pas que des données online entre elles, mais aussi des données offline, des données qu'on ne récolte pas de façon systématique, de la même façon que d'autres. Bien sûr. Alors, je dirais qu'au-delà de la partie, au-delà de la data en tant que telle, c'est, on parle beaucoup de volume de données, de granularité. C'est surtout qu'est-ce qu'on va en faire, quelle est l'utilisation et pour quel cas d'usage précis. On parle de retail, mais on peut aussi parler d'autres types de données qui ont un grand intérêt à créer des partenariats, comme la donnée de moment de vie, où certaines entreprises ont le moment de vie avant et d'autres l'ont après. Certains l'ont besoin avant, l'autre entreprise en a besoin après. Donc toute cette valeur, cette complémentarité de la data est plus importante je dirais, à étudier, plus que la nature en tant que telle de la donnée. Après, c'est aussi donc ce qu'on en fait en termes de réconciliation. En effet, certains acteurs vont avoir, là je prends le prisme très technologique, certains vont avoir beaucoup de données offline et notamment la transaction, mais avec des budgets médias qui accélèrent et qui augmentent de plus en plus sur le digital, et de pouvoir croiser ces données-là. Certains vont avoir le budget média, mais pas la transaction, pas le consommateur, et d'autres vont avoir l'inverse, je dirais, du prisme, et c'est de pouvoir justement aider les entreprises dans cette collaboration. La technologie aussi le permet, et surtout, ce que je disais au tout début, c'est cette notion de contrôle. Aujourd'hui, il n'y a pas de partenariat possible sans contrôle de la donnée, et surtout, si on arrive à contrôler sa donnée, on peut aussi élargir le champ des possibles et travailler, comme l'a dit Thibaut, sur des données pas que liées aux consommateurs, mais aussi des données de vente, des données donc de l'insight au sens large, en plus de l'activation sur tel ou tel écosystème. Mais alors, sur les données offline, comment est-ce que vous arrivez très très concrètement à les connecter au CRM onboarding? Alors aujourd'hui, LiveRamp dispose d'un référentiel qui permet en fait d'associer un identifiant LiveRamp à un individu. Et c'est cet identifiant LiveRamp qui est connecté aux plateformes digitales et qui permet justement d'avoir cette réconciliation. En fait, c'est la constitution du graphe de LiveRamp depuis des années et l'ensemble de nos partenaires qui permet justement de créer cette réconciliation, et également ne peut pas se faire sans également le partenariat avec la partie média. Super, merci beaucoup Nicolas. Et de toute façon, j'ai vu qu'il y avait des questions, donc Oui. on y répondra dans quelques instants.
Sonia, Marion, du côté des sujets compliance et de la privacy, revenons sur cette idée de tiers de confiance. On l'a évoqué à plusieurs moments. Est-ce qu'avoir un tiers de confiance est indispensable aujourd'hui, Marion? Oui, alors, chez Leboncoin, en tout cas, c'est indispensable. Juste rapidement, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, le contexte réglementaire, il évolue hyper, rapidement et qu'on a déjà, des gros chantiers et des gros enjeux, côté éditeur qui mobilisent, nos équipes pour, nous adapter aux nouvelles réglementations, que ce soit, la V2 du TCF qui est passée cet été ou les recommandations de la CNIL, sur lesquelles, tout le monde travaille en ce moment, qui vont passer, d'ici avril 2021. Et donc chez nous, ça a été, un impératif, de travailler avec des experts techniques et technologiques qui déjà nous garantissent, un cadre légal qui est, compliant de marché et aussi le respect de nos valeurs, c'est-à-dire le traitement de la data dans le respect de la vie privée de nos internautes. Alors justement, Marion, puisque tout le monde n'est pas spécialiste de la question, qu'est-ce que ces nouvelles réglementations vont apporter et comment est-ce que, vous pouvez vous y adapter et vous y adapter déjà maintenant? Alors côté éditeur, on se met en règle, avec, les nouvelles recommandations. Donc, sur, la V2 du TCF, ça concerne, la partie, opt-in des internautes. Donc là-dessus, aujourd'hui, tout le marché doit être compliant et après sur les recommandations de la CNIL, c'est pareil, ça va, dans le sens, du respect de la vie privée des internautes et de l'utilisation de la data. Donc là-dessus, côté éditeur, on se soumet aux recommandations et on participe aussi, aux recommandations qui sont élaborées pour, suivre un peu les projets et voir comment ça évolue. Et après, d'un point de vue, technique, on se repose aussi également, sur des experts sur le marché, comme, nous on le fait avec, LiveRamp en tant que, tiers de confiance, où vraiment on préfère privilégier, l'agilité et l'expertise, d'un acteur, plutôt que de devoir, développer des choses en interne qui peuvent prendre pas mal de temps, de ressources et des connaissances aussi, qui sont hyper poussées. Sonia, Bouygues Telecom, de votre côté, l'indispensabilité du tiers de confiance, comment est-ce que vous l'approchez? Bah, finalement, en tant qu'annonceur, je pense qu'on a tous les mêmes problématiques, hein. C'est de toujours avoir le bon équilibre entre la partie business et ce qu'on veut activer et le respect de la réglementation du marché qui est indispensable. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est très regardé et très attendu dessus aussi en tant qu'opérateur téléphonique, puisque on détient de la donnée client qui est à garder précieusement. Donc, le tiers de confiance aujourd'hui garantit aussi auprès de notre service juridique tout un ensemble d'éléments sur lesquels on va devoir aller cocher des choses. Donc, c'est pas juste le marketing et donc le produit qui dit je voudrais tout activer. Le juridique a aussi beaucoup de prérequis. Et avoir un tiers de confiance nous permet effectivement de cocher pas mal de cases et de rassurer tout le monde sur les délais de traitement, typiquement, la suppression des données, c'est-à-dire qu'on a des vrais engagements une fois que les données qui sont envoyées, elles sont traitées, elles sont matchées, elles sont immédiatement supprimées et c'est quelque chose qu'on surveille régulièrement puisqu'on retravaille aussi dessus sur le fait que certaines données ne sont pas nécessaires parfois et qu'on travaille de temps en temps à retravailler sur notre minimisation de nos données. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin de tout un ensemble de clés et de jeux de données pour réconcilier un client, on va faire avec le minimum de data. C'est aussi ce que le juridique nous demande d'aller défendre et que le tiers de confiance nous permet de mettre en pratique, en fait. C'est très clair. Merci Sonia. Vous pouvez poser toutes vos questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà pas mal, donc c'est très très bien. Vous pouvez continuer. On y répond dans un petit instant. Mais j'avais une dernière question pour Nicolas et Florian, nos spécialistes de la data collaboration ce matin. Réconcilier les points de contact et équilibrer les échanges de données, c'est un enjeu d'avenir. On en a un peu parlé il y a un instant. Et il y a deux sujets là d'avenir que je vois. La disparition des cookies tiers, on en a parlé un tout petit peu. Et aussi les nouvelles façons d'adresser comme la TV segmentée. Comment est-ce que vous vous préparez et comment est-ce que ces solutions peuvent aider justement à appréhender ces enjeux d'avenir peut-être, Florian? Oui, oui, tout à fait, effectivement. Donc
Là-dessus, au niveau technique, au niveau réglementaire, on vit dans un environnement qui évolue constamment, donc avec des technologies et des lois qui évoluent constamment, donc avec RGPD effectivement il y a quelques temps, avec des lois un peu dans tous les autres pays aussi qui se mettent en place sur la régulation de ces données, avec un environnement technique qui change, donc effectivement la disparition des cookies tiers qui va bientôt arriver, et donc ça accentue encore plus le fait de premièrement, bien utiliser ses propres données, donc ses propres données first party, et deuxièmement, du coup, d'étendre ces données avec les données first party de quelqu'un d'autre. Donc c'est là qu'intervient la data collaboration. Et ce qu'on a vu, c'est, pour l'avoir mise en place chez beaucoup d'entreprises déjà, notamment côté marketing, le fait d'utiliser bien des données first party d'un autre acteur qui sont pertinentes, ça a autant de valeur qu'utiliser ses propres données à soi. Et donc ça a des résultats qui sont bien plus probants et bien plus efficients que d'acheter, par exemple, des données sur partie. Et donc, c'est là que la data collaboration devient hyper clé pour toutes les entreprises, de vraiment se mettre en place des collaborations data avec tous les acteurs qui sont pertinents dans leur chaîne de valeur, tous les partenaires, tous leurs partenaires business pour qui c'est pertinent, pour du coup faire la différence par rapport à leurs compétiteurs, on va dire. Donc finalement, avec la disparition des cookies tiers, c'est se dire ensemble, mettons nos données en commun pour essayer d'adresser de façon plus aussi efficace qu'avant, peut-être davantage, même mieux? Tout à fait, tout à fait. En fait, les cookies tiers, hein, c'est juste un moyen technique, on va dire, d'échanger un certain nombre de données. Donc des données anonymes, mais qui concernent, par exemple, la navigation des users sur un site internet pour pouvoir les adresser, avec du retargeting, avec, voilà, des choses qui sont cohérentes avec ce qu'ils ont, pu faire en navigation. Il y a d'autres moyens techniques, qui se mettent en place. Il y a d'autres données, qu'on peut utiliser comme, les données CRM, les identifiants, qui sont moins anonymes comme, l'adresse email, comme le numéro de téléphone. Donc c'est ce qu'on peut voir notamment en Chine, qui sont pas mal en avance par rapport à nous là-dessus, où ils utilisent énormément le numéro de téléphone pour réconcilier ces données, pour faire du social CRM à travers WeChat. Et donc c'est vers là qu'on se dirige aussi, c'est-à-dire l'utilisation de plus en plus d'identifiants qui sont personnels, donc qui sont du coup plus durs à utiliser en termes de régulation. Donc il faut faire attention au niveau de la loi et faire bien en sorte qu'on ait le consentement de ces utilisateurs, mais qu'on puisse les leverager et les utiliser dans l'environnement média. Merci, merci Florian. Peut-être Nicolas sur cette question-là, des enjeux d'avenir? Tu as parlé de la disparition du cookie tiers. De quelle façon on prépare l'avenir à ce niveau-là, que ce soit pour LiveRamp ou pour un annonceur ou même un éditeur, c'est déjà nous, on a pris le parti de ne pas attendre la fin justement de la disparition de ces cookies tiers pour investir et pour développer des solutions. Et il faut déjà aussi avoir en tête que le prisme va changer, et que ce soit pour un annonceur ou pour un éditeur, il faut qu'il ait cette volonté de créer son propre écosystème, de créer ses propres partenariats et son propre graphe pour continuer justement à adresser l'ensemble de ces cas d'usage. Alors, partenariat technologique ou partenariat directement annonceur-publisher, mais également qu'il ait un asset, je dirais, de data avec un consentement viable qui va permettre justement de pouvoir évoluer et faire face aux différentes réglementations qui évoluent avec le temps. Également un choix technologique. On sait que dans cette évolution, beaucoup d'acteurs vont également changer certaines solutions. Le conseil et l'anticipation qu'on recommande, c'est de veiller à ce que les technologies choisies en termes d'identifiants, alors on parle beaucoup d'identifiants universels, uniques, etc. Peu importe le terme qu'on utilise, il faut que cet identifiant soit opérable. Il faut s'assurer de l'interopérabilité entre l'ensemble des partenaires technologiques ou autres qui constituent cet écosystème. Et Justement, peut-être on a oui, pardon Florian, vas-y. effectivement, pour ajouter quelque chose, Nicolas, je suis à 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est hyper important pour les entreprises dans cet environnement technologique qui évolue, de s'appuyer sur des partenaires solides qui ont des solutions techniques pour parer à cette disparition des cookies tiers. Donc voilà, et donc LiveRamp est ici pour montrer qu'il en est un, effectivement, et donc de s'appuyer sur cet environnement technologique qui vous permettra d'utiliser les données au mieux. Et donc, c'est là que nous, Artefact aussi, on aide, on va dire, les annonceurs à naviguer dans cet environnement technologique et à faire les bons choix techno pour l'avenir.
Très, très bien. Merci, merci les garçons. Je vois que Damien dit 100% d'accord avec vous. Le retour du vrai marketing relationnel est responsable de l'avant Internet. Et Alexandra qui nous dit enfin de la pertinence dans les communications à venir. Alors, on verra si c'est le cas, hein, mais en tout cas, ces enjeux obligent à s'adapter. On va maintenant répondre à vos questions, à toutes vos questions, et il y en a pas mal. N'hésitez pas si vous en avez encore à les poser dès maintenant, pendant qu'on commence à y répondre. Nous avons Benjamin qui nous dit: est-ce que LiveRamp gère la donnée de Facebook ou Google? Peut-être pour Nicolas. Oui, alors non, LiveRamp ne gère pas la donnée de Facebook ou Google. LiveRamp est un tiers de confiance pour les annonceurs qui souhaitent continuer à exploiter leurs données à l'intérieur de ces écosystèmes fermés en utilisant l'ID LiveRamp et permettre justement de conserver une exploitation de la donnée sans avoir à transmettre les données personnelles. Une question pour Sonia. Quel apport de LiveRamp par rapport à la DMP? Sonia? La DMP qu'on utilise aujourd'hui, pour ne pas la citer, on utilise la DMP de Weborama. On a un connecteur en fait qu'on a développé avec LiveRamp pour pouvoir déverser les données de LiveRamp qu'on a pu matcher dans notre DMP. Et donc, ça nous permet d'avoir une continuité dans toutes les activations qu'on va mettre en œuvre et qui existent déjà. Donc, c'est de l'alimentation en flux continu, par exemple, de use case qui tournent de façon journalière. Et on va alimenter avec ce flux d'onboarding de LiveRamp notre outil DMP. Et on a Benjamin qui nous dit en complément de la question qui vient d'être posée, quelle intégration de la DMP dans cette démarche? Alors, tu y as un petit peu répondu, mais peut-être préciser. Ben, c'est exactement ça. C'est l'une on a parlé de plusieurs connecteurs en sortie et donc on a choisi, l'un des connecteurs qu'on a choisi, effectivement, c'était d'alimenter notre outil de DMP parce qu'on a construit dans cette DMP de nombreux cas d'usage et qu'on veut réalimenter l'ensemble de nos canaux avec cet onboarding CRM. Question pour Marion. Comment vous valorisez l'apport de la data dans votre commercialisation publicitaire? Majoration de CPM, forfait data, voilà, plusieurs petites questions. Marion. Alors du coup, nous, on valorise, commercialement, on valorise vraiment au niveau du CPM, tout en restant ultra compétitif sur le marché. On utilise la partie CPM pour valoriser le CRM onboarding. Très, très bien. Pour Marion également, pendant qu'on y est, est-ce qu'une agence média intervient dans vos échanges avec Jules, notamment sur la négo budgétaire? Alors avec Jules, on a traité en direct et sur l'offre du CRM onboarding au global, on a deux canaux de vente, pardon. On a du coup d'un côté des équipes qui traitent en direct avec les annonceurs et d'un autre des équipes dédiées qui peuvent être en communication avec les agences au niveau Big Five. Est-ce que ça passe peut-être, j'essaye de deviner la question de Maud. Est-ce que c'est une question dont peuvent approcher les agences médias et se dire: «On l'a saisie et on va voir les équipes comme la vôtre»? Oui, tout à fait. Super. Une question, je pense, pour Nicolas. Sur quel ID commun les bases sont-elles réconciliées? Y a-t-il un setup technique à mettre en place avant d'utiliser la solution? Nous dit Florent. Alors, qu'il s'agisse d'onboarding juste simple, le setup est très traité parce que la solution est utilisable très, très rapidement. Après, si on parle de plateforme de seconde partie data ou data collaboration, oui, il y a un setup à mettre en place qui dure quelques semaines pour déjà avoir la certitude que l'ensemble des données sont bien gérées dans le bon ordre et dans le bon format. Et derrière, l'implémentation et la configuration dédiée à chaque client. Très bien, j'espère que Florent, tu as ta réponse. Pour Marion, une question sur la campagne avec Jules. Ce croisement de données avec Jules est bien en temps réel, et quelles sont vos ressources internes humains pour le faire?
Oui, alors, sur la partie temps réel, c'est le cas. On a, des flux qui sont envoyés quotidiennement vers les plateformes de LiveRamp pour, qu'on ait des données en temps réel et après c'est vraiment, en fonction de ce qu'on souhaite mettre en place avec les annonceurs. Ça peut être des flux quotidiens qui sont envoyés comme, des choses, ça peut être du hebdo, du mensuel, en fonction, du besoin de la fraîcheur de la donnée. Et sur, la deuxième partie de la question qui était, pardon, Quelles sont vos ressources internes, pour le oui. faire? Alors là-dessus, on a, une équipe, de 50 personnes qui travaillent sur, la data, au global, chez Leboncoin et sur la partie, offre, CRM onboarding, on a une équipe, dédiée d'une dizaine de personnes. Très bien. Question de Sandrine. Alors vous me direz qui veut y répondre. Pouvez-vous donner une durée d'implantation moyenne de mise en œuvre de ces chantiers de CRM onboarding? Peut-être Marion, et Nicolas. Combien de temps ça prend de se dire: «OK, je m'y mets, et j'utilise ce genre de solution»? Alors, nous, en tout cas, ça a été, assez rapide. Après, ça dépend, en fait, des ressources internes, j'ai envie de dire, de chaque côté. Bien sûr. Mais normalement, ça peut être assez rapide. C'est, la mise en place, des flux. Derrière, en tout cas, nous, pour l'offre de CRM onboarding, on a aussi, la partie insight qui va nous demander un peu de temps. Généralement, c'est autour d'une semaine et puis après on a, l'activation des segments, qui là, sont faites, normalement en 24 heures. Nicolas, peut-être sur cette, question? D'un point de vue général, ça dépend beaucoup des cas d'usage qui sont à mettre en place au sein de la plateforme. Ça peut aller, comme je disais tout à l'heure, de quelques jours à plusieurs semaines. Et ça dépend aussi de... Alors, de toute façon, le LiveRamp est un éditeur de solutions SaaS avec justement un mode opératoire qui est assez rapide sur l'implémentation. Et pour faire le lien avec ce que dit Marion, ça dépend également des ressources. Est-ce que le client est accompagné par des ressources internes ou externes via des cabinets de conseil ou autres? C'est ce qui peut aussi jouer et changer le délai d'implémentation. Mais de toute façon, l'objectif d'une entreprise comme LiveRamp et d'être un éditeur de solutions SaaS, c'est d'être plug and play et d'être plutôt sur une solution customisable plus que de développement custom à réaliser de bout en bout. Dans la mesure où les données se peut donner anonymisées, on va dire, sont croisées, l'annonceur doit-il obtenir un consentement de ses utilisateurs? Si oui, à quel point doit-il être spécifique pour l'utilisation de ce genre de solution? Nous demande Monique. Qui veut répondre? Je vais prendre Oui, vas-y Nicolas. une réponse assez simple, c'est que d'un point de vue, alors c'est pareil, je prends le prisme technologique. Aujourd'hui, chaque acteur, que ce soit un éditeur ou un annonceur, est responsable de ses consentements, est responsable de ses bases de données. Nous, on est un facilitateur et on est un tiers de confiance, mais là-dessus, j'ai envie de renvoyer cette question-là plutôt côté annonceur et publisher, et en tout cas celui qui détient, qui est propriétaire de cette base de données. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Nous, il y a vraiment, un besoin côté annonceur de cette partie, compliance et de l'opt-in pour la construction, de leur base de données. Après chez nous, vu que, on fait du ciblage directement sur Leboncoin, ça va être notre base opt-in qui va prendre, le pas et qui doit faire foi, lors du ciblage. Très, très bien. Aurore nous demande: «Sur quels critères avez-vous observé cette pertinence du second party data?» Alors c'est très mal écrit, Aurore, il faut s'appliquer. Je pense que c'est écrit dans vos achats de third party data. Heu, Je pense que la question, c'est versus ce que j'avais dit tout à l'heure ah oui, par rapport au versus. fait que la first party data, donc la second party data, des résultats, on avait observé des résultats bien meilleurs que de la third party data en activation marketing. Ça, c'était dans le cadre de partenariats qu'on a pu faire entre des entreprises, donc des marques et retailers, des opérateurs téléphoniques et des constructeurs de téléphones, par exemple. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette second party data, lorsqu'elle est bien choisie, elle peut être 2 à 3 fois plus efficiente en termes de ROI, donc de retour sur investissement de ce qui est activé en médias,
par rapport à de la third-party data bien choisie. Donc c'est ce qu'on a observé. Donc en fait, la reco pour ces acteurs qui vont les utiliser, c'est de maximiser l'utilisation de la first et second party data avant de dépenser de l'argent sur de la third party data. Donc c'est-à-dire de saturer ces audiences avant d'aller activer des audiences additionnelles qu'on peut acheter. Là où la third party data sera bien entendu beaucoup plus large, mais elle sera souvent moins qualitative. Pour Sonia, le taux de matching entre Weborama et LiveRamp est-il satisfaisant à date? Alors, en tant qu'annonceur, on est exigeant, donc on demande toujours plus. En tout cas, il y a eu une vraie valeur ajoutée entre le moment où on a plugué la solution et la mise à disposition des données dans les canaux. Parce que c'est effectivement ce que nous, on regardait, c'est comment on pouvait mieux alimenter les canaux. Et aujourd'hui, certains use cases qu'on ne pouvait pas opérer, dans certains cas, effectivement, on a pu les opérer, en tout cas typiquement sur nos bases prospects, on avait beaucoup de difficultés à matcher ces bases-là. Aujourd'hui, on a des campagnes qui peuvent tourner de façon journalière. Donc, dans la vision globale, il y a des vrais inputs, même si, puisque LiveRamp est là, on demande toujours plus, évidemment. Question intéressante de Mourad. Quels sont les indices d'études de rentabilité financière de la data collaboration? Alors, c'est très très large, peut-être, Florian ou Nicolas? Ouais. Alors effectivement, question assez large et tout dépend de ce qu'on active. Je vais plutôt prendre quelques exemples. Du coup, effectivement, si on parle de marketing, donc ça peut être le retour sur investissement, ça peut être les ventes qu'on a pu faire grâce à l'activation de cette data, ça peut être l'optimisation des investissements médias, donc faire autant de ventes en dépensant moins en médias par exemple. Donc ça, c'est sur l'univers du marketing. Après, sur les univers qui vont sortir du marketing, comme la supply chain, etc. Ça peut être d'éviter des ruptures de stock. Donc, regarder quelles sont les ruptures de stock qu'on a pu éviter, donc les ventes additionnelles qu'on a pu faire. Et donc, d'une manière générale, je pense que si vous arrivez dans le cadre d'une data collaboration à construire une sorte de calcul de la Customer Lifetime Value de votre data collaboration, c'est quelque chose qui est super et qui peut vraiment être un élément de mesure. Donc, c'est-à-dire que entre deux entreprises, si vous arrivez à construire effectivement, suivre cette Customer Lifetime Value et à voir que la data collaboration vous permet de l'augmenter et de la suivre dans le temps, c'est quelque chose qui peut répondre, je pense, à votre question. Comment garantissez-vous cette idée de tiers de confiance? Est-ce que c'est stocké dans une blockchain? Demande Damien. Peut-être Nicolas? Oui, je peux répondre à ça, même si je suis pas un expert de la, de la blockchain. La façon dont on garantit cette notion de tiers de confiance, et Marion en a parlé également, Sonia, c'est qu'il n'y a pas de transfert de données personnelles entre deux partenaires. Il y a des chambres hermétiques dans la solution LiveRamp qui permettent justement de transformer la donnée d'un annonce en ID LiveRamp et qui est reconnue de l'autre côté en ID LiveRamp et faire le lien avec la donnée CRM de l'autre côté. Donc la garantie du tiers de confiance se fait grâce à l'ID LiveRamp qui est reconnu d'un côté comme de l'autre et qui permet d'éviter la transmission, le partage de données CRM ou quels qu'ils soient qui ne sont pas être partagés. Alors j'imagine que c'est la même. On a une question je permets de la grouper, qui ressemble à comment est-ce que LiveRamp garantit la confidentialité des deux bases, celle de Jules et du Bon Coin. On avait la discussion avec Marion tout à l'heure, alors peut-être Florian et puis ensuite Marion. Oui. Moi, c'est plutôt pour répondre à la question d'avant, effectivement. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le tiers de confiance technique, comme l'a exposé Nicolas avec LiveRamp, avec ses ID, justement, qui vont pas, les ID personnels qui vont pas être passés. Et il y a un tiers de confiance, après, sur l'opération. Et donc, c'est là, je pense que des sociétés comme Artefact interviennent aussi. C'est de faire en sorte d'utiliser cette donnée en garantissant de vraiment optimiser les objectifs business des deux entreprises. Et donc là, à ce niveau-là, c'est vraiment, par exemple, Artefact qui va se mettre entre les deux entreprises pour générer des traitements de données et des activations de ces données qui vont permettre de répondre aux objectifs business croisés, aux objectifs business des deux. Très très bien. Et Marion, du coup, sur la question de cette qui est un petit peu la même, la confidentialité des deux bases. Oui, donc ça, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure. On a vraiment les bases de données qui sont silotées, la data, elle est anonymisée
Et du coup, pour un annonceur, sa data, elle sera onboardée sur un compte qui lui est propre. La data, elle est anonymisée, comme je disais. L'annonceur, il a aussi la possibilité d'anonymiser la donnée à la source et de l'envoyer à LiveRamp de cette façon-là. Et en plus, derrière, vu que la réconciliation, elle se fait au niveau ID, on n'a vraiment aucune façon d'aller retrouver un internaute précis. Une question, et je pense que ce sera la dernière. Au-delà, vous garantissez aux consos de la transparence. Demande Damien, peut-être Nicolas? Ou pas? Alors sur cette question-là, je pense qu'elle est très très large et pour répondre d'un point de vue, encore une fois, technologique, faire la même réponse que tout à l'heure, la transparence, elle est liée à celui qui détient la base de données et à celui qui vient chercher les consentements et qui les valide. Un prestataire que LiveRamp n'a pas de rôle particulier à part justement garantir cette facilité de transparence. Il n'a pas d'action en particulier sur cette question. Et enfin, une dernière question quand même pour faire un petit point de rappel. Aurore qui demande quelle est la source des données utilisées par LiveRamp pour construire son ID. Alors, ça, c'est une question auquel on doit répondre quasiment quotidiennement parce que c'est un élément clé. En revanche, c'est pas en tant que tiers de confiance, on respecte la confidentialité, que ce soit de nos clients et de nos partenaires. Donc, c'est pour ça que je peux pas répondre aujourd'hui publiquement à l'intégralité de cette question-là, mais avec grand plaisir pour en privé répondre de façon très précise à cette question-là. Super. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. Parce que j'ai l'impression que je bug un petit peu, mais bon, ce n'est pas très très grave. Nous avons terminé. Merci à tous. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions pour ceux qui en avaient. Si vous en avez d'autres, écoutez-vous, libre à vous de contacter nos intervenants et ou CP News, on sera une joie de transmettre. En tout cas, on espère que cette matinée, ce webinaire vous aura permis d'en apprendre davantage sur la data collaboration, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et peut-être vous donner envie d'en faire ou pas du tout. En tout cas, de vous avoir cultivé sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup. Chers intervenants, Nicolas, Marion, Sonia, Florian, d'avoir répondu à nos questions et à celles des participants. Donc, ce webinaire était en partenariat avec LiveRamp et Artefact. Il me reste à vous souhaiter une très très bonne journée et à vous dire peut-être à demain pour le Retail Morning de CB News ou d'autres événements, que nous continuons à opérer en digital malgré la situation sanitaire. Et j'en profite pour rajouter, tous les gens qui nous regardent sont généralement des cadres qui peuvent travailler en télétravail. Donc, restez chez vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.